Alors, le professeur Maurice Ayot est professeur en physiologie à Montpellier, à la faculté de médecine de Montpellier et Nîmes, et est responsable, il a initié des projets de télémédecine, beaucoup autour de la réhabilitation dans les maladies chroniques. Donc Maurice, merci à toi. Très bien, merci Laurence et Rémi, mesdames, messieurs, chers collègues. Je vais donc faire cette présentation d'ici à ci. Et donc, je vais donc commencer par inaugurer cette session un peu originale dans le Congrès pour vous dire la recherche scientifique dans les maladies respiratoires chroniques, puisque je suis aussi pneumologue à mes heures perdues. Et je vais choisir la BPCO pour parler de ça. Alors, il fallait prendre un article négatif et un article positif, si tant est que l'on puisse exprimer les choses ainsi. Donc, j'ai choisi la revue emblématique américaine. Il y en a une, le Lancet, mais c'est 2 travaux. Alors, le premier travail que je vais vous présenter, c'est un travail sur le télémonitoring dans la BPCO. C'est un travail multicentrique, international, avec différents pays qui ont participé à ce travail. Et pour résumer cette étude qui s'appelle CHROMED, donc qui s'adresse à l'évaluation de l'efficacité de la télésurveillance, si on trouvait le terme en français, par des automesures quotidiennes à domicile par des patients atteints de BPCO d'index de mécanique ventilatoire indépendant de la coopération du sujet. Et c'était des patients BPCO âgés et avec des comorbidités. Donc modérés à très sévères, multicentriques, randomisés, contrôlés, groupe parallèle, pas d'aveugles. Et bien sûr, ça a fini en 2015. Donc c'est déjà il y a quelques temps et ça a été publié donc, très récemment. Alors, en fait, c'était un groupe BPCO et un groupe BPCO contrôle. Et donc, les patients devaient faire des mesures répétées quotidiennes par méthode de la technique des oscillations forcées pour la résistance des voies aériennes. L'envoi était régulier, donc quotidien, automatique, avec un algorithme qui permettait de générer des alertes. Et il y avait chez certains patients avec une comorbidité cardiaque des mesures cardiologiques, enfin d'index cardiologique. Alors, ce n'était pas très avancé, hein, mais en tout cas, quelques paramètres intéressants, pression artérielle, fréquence cardiaque. Et là aussi, un algorithme qui permettait de proposer des alertes. Il y avait une personne contact, infirmière contact, qui permettait de prendre des décisions. Est-ce qu'on hospitalise? Est-ce qu'on fait venir en consultation, etc. Et parallèlement, il y avait un traitement habituel de la BPCO sévère à très sévère. Et donc, pendant 9 mois, cette étude a été menée pendant 9 mois. Et le paramètre d'analyse principal, c'était finalement le délai d'hospitalisation, de la première hospitalisation. Il y avait aussi un questionnaire de qualité de vie et puis différents autres paramètres secondaires, antibiotiques, hospitalisation, tout venant, le taux d'hospitalisation, qualité de vie, évaluation médico-économique et des coûts de santé. Alors, au fond, là, ça, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave. Simplement, sachez qu'il y avait 158 patients et 154 donc, dans chaque groupe, donc c'est quand même une étude importante pour des pneumologues. Alors, évidemment, je m'excuse pour les cardiologues qui sont dans la salle. Et puis, finalement, s'il y a un message, c'est que le paramètre d'analyse principal se résume par le schéma qui est en bas à gauche et qui montre que finalement, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Elle est minime, 224 jours contre 254 jours, ce qui n'est pas significatif dans l'étude, sur le délai de la première hospitalisation. Et sur les autres paramètres que sont la qualité de vie, les taux d'exacerbation modérés, les pourcentages d'admission, il n'y avait pas non plus de différence significative. Donc, c'est une étude négative ou les paramètres d'analyse principale. Mais finalement, si on discute ces résultats, on trouve quand même des choses encourageantes en disant que le nombre de réhospitalisations, finalement, c'était pas parmi les paramètres d'analyse prévus initialement. Donc, ils ont fait des études supplémentaires à une analyse supplémentaire. Le nombre de réhospitalisations était plus faible chez les sujets avec l'intervention en télésurveillance par la
la mesure de la résistance des voies aériennes, la durée de l'hospitalisation était plus courte, le nombre d'hospitalisations était également total dans la population était plus faible, et possiblement le coût était plus faible, en dehors du fait qu'ils n'ont pas évalué le coût du dispositif qui était un prototype. Donc finalement, c'était quand même quelque chose qui était encourageant. Et puis, ce que vous voyez sur la droite, ce sont des analyses en sous-groupe, des patients avec des comorbidités cardiovasculaires importantes, des patients sévères ou très sévères, des patients avec des exacerbations fréquentes. Eh bien, vous voyez que l'intervention était plutôt favorable, bien sur certains éléments, et en particulier, le taux d'hospitalisation était plus court dans l'année précédente. Ça, c'était plutôt encourageant, mais ce travail a fait l'objet d'un éditorial. Et cet éditorial dit, écoutez, le papier de Walker et collaborateurs, encore une autre étude négative. Alors, soulevant le fait que 50% des alertes par la mesure des résistances n'étaient pas associées à une aggravation des symptômes, un tiers des alertes, finalement, ne changeaient pas la prise en charge, la moitié était, finalement, des hospitalisations n'étaient pas précédées d'alertes. Donc, finalement, ce que retient c'est les auteurs de cet éditorial, en plus que le fait que 2/3 des alertes n'ont pas finalement été nécessité d'instaurer un traitement, c'est de dire que finalement cette étude est négative sur le paramètre d'analyse principale, peut-être tout simplement parce que la mesure de la résistance des voies aériennes ne permet pas d'être le seul paramètre qui permet de prédire finalement l'exacerbation. Alors, c'est un message intéressant et qui montre que dans le monde respiratoire, dans le monde de la pneumologie, il y a encore du travail pour trouver les bons indicateurs et que probablement un seul n'est pas suffisant. La deuxième étude, c'est de ne pas dépasser mon temps, c'est aussi une étude positive. C'est une étude positive, mais vous allez voir que positif et négatif en recherche, ça ne veut rien dire, paru cet été sur la téléréhabilitation avec un système vidéo des patients BPCO sévères en post-exacerbation. Alors, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, dans l'Alabama, et qui est basée sur une question importante, c'est comment gérer le post-exacerbation pour des patients atteints de BPCO sévères ou fréquemment exacerbateurs. Et donc, l'idée ici, c'est de faire un programme de téléréhabilitation appuyé sur la vidéo et de travailler sur le taux de réhospitalisation, réadmission dans les 30 jours, quelle qu'en soit la cause. C'était l'étude. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans cette étude? Des patients hospitalisés pour BPCO, inclus dans un programme de téléréhabilitation à domicile, avec un système de visioconférence, à qui on donnait un smartphone et une possibilité de visioconférence, par rapport à des sujets qui n'avaient pas suivi de téléréhabilitation. Et simplement, ce que vous voyez ici, c'est que les sujets ont été matchés à des sujets contrôle sur des paramètres, sur des index de sévérité, finalement, de réadmission, de réhospitalisation, et un patient téléréhabilitation et 2 sujets contrôle. Et donc, finalement, ce n'est pas une étude randomisée contrôlée. La deuxième chose qui a été faite, c'est que le programme de téléréhabilitation a été décrit. Ce n'est pas précisément décrit sur ce qui a été fait en termes finalement d'approche digitale. Simplement, il y avait un programme classique, des sessions d'exercice, 12 semaines en endurance, en résistance, des choses classiques, mais le smartphone venait ajouter à la visio en face à face, qui permettait d'accompagner le patient, en particulier en termes d'éducation thérapeutique. Bien, le paramètre d'analyse principal, c'était justement le taux de réadmission, c'est ce que je disais initialement, toute cause, et puis aussi le taux de réadmission pour exacerbation spécifiquement de la BPCO. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui montre les résultats, le principal résultat, c'est que ce qui apparaît en bleu par rapport à ce qui apparaît en rouge, c'est tout simplement que la téléréhabilitation en rouge permet de réduire le taux de réadmission dans les 30 jours pour toute cause ou pour BPCO. Donc c'est une étude qui montre la faisabilité, le caractère sécuritaire et qui est associée à finalement des résultats tout à fait intéressants. Alors ils sont intéressants et pourtant malgré une étude positive, il y a depuis
depuis la sortie de cette étude, il y a eu 2 lettres à l'éditeur montrant que finalement, laisser un patient à domicile avec de la visioconférence, ça n'est pas de la réhabilitation, c'est discuté. Et puis, il n'y avait pas de groupe contrôle réellement comme une étude randomisée, donc la question de la méthodologie a été posée, et puis le contenu de ces sessions a été aussi discuté dans 2 lettres à l'éditeur, et donc on voit que malgré une étude menée sur un nombre conséquent de patients, eh bien, il y a encore des discussions. Alors, pour terminer cette présentation, je voudrais simplement dire que la discussion générale qu'on peut avoir, c'est de poser la question quelle est la place de la télémédecine dans le parcours de soins intégrer des patients BPCO. Et ça a fait l'objet d'un article qui est très intéressant à lire parce que c'est un consortium international qui dit finalement que dans la BPCO, pour ces maladies chroniques complexes, eh bien, il y a des résultats qui sont discordants. Il y a tout simplement une explication qui est l'hétérogénéité et la complexité de la maladie. Il y a aussi l'hétérogénéité de l'offre de soins en télémédecine à travers le monde. Et puis, dans d'autres pays, et je dirais, comme ça peut être le cas en France, ou comme ça a pu être le cas en France, c'est que le système de santé doit apporter du support important pour que ces études dans la BPCO puissent finalement être menées de façon satisfaisante et de donner toutes les analyses, toutes les évaluations possibles. Et donc cette pratique est donc encore pour le milieu respiratoire une pratique qui fait l'objet de beaucoup de réflexions et de travaux. Je vous remercie.